Bonsoir à toutes et à tous. Alors je vais faire l'appel. Thierry Baïza Pézagne, Elbert Audrey qui a donné pouvoir à El Silva Gimnes, Dalbigo Jean-Christophe, Galibert Annick, Curé Philippe, Garcia Josepha, Graine Marcel, Jiménez Silva Eve, Nicolas Nouma, Pelé Marie-Hélène, Para Séraphin, Munoz Dominique, Archembo Nicolas, Galambo Munoz Sandrine, Bouffini Hervé qui a donné pouvoir à Delphine Agnin, Boudet Emmanuel, Paul Roger, Caruso Vanessa, Laurent David, Agnen Delphine, Boudjema Bruno qui a donné pouvoir à Séraphin Para, le roi Patricia, Deleu Jean-François qui a donné pouvoir à Vanessa Caruso, Boanel Charline qui a donné pouvoir à Annie Galibert et Défense Simon qui a donné pouvoir à Nouma Nicolas, Estrada Calibalisiane, Falcon Lucas Chantal qui a donné pouvoir à Pascaline Dardier, Bouddha Nicolas, Aspa Didier, Doula Taïsa qui a donné pouvoir à Didier Aspa, Bendria Nerimen qui a donné pouvoir à Lisiane Estrada Kabiba et Focas Gilles. Présent. Donc je fais passer. Alors oui, le secrétaire de séance, le Gimnes, là. Alors vous avez l'ordre du jour. La question numéro 2, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance du 9 décembre 2024. Y a-t-il des observations sur ce procès-verbal? Aucune remarque, donc je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 3, c'est des informations, c'est le récapitulatif des décisions que j'ai terminé à prendre. Y a-t-il des questions? Aucune. Question numéro 4, finances, c'est le tarif mixte, et je laisse la parole à M. Nicolas Archambault. Merci, monsieur le maire. Les tarifs qui ont été transmis traduisent une augmentation de 5% par rapport à 2024, rendu nécessaire à l'assujettissement du port en 2025 à l'impôt sur les sociétés et à la taxe des cotisations foncières des entreprises. Il a été approuvé à l'unanimité par le Conseil portuaire le 7 décembre dernier. Il appartient aujourd'hui au Conseil municipal de délibérer. Je vous propose donc de les approuver. Y a-t-il des questions? Sachez que ces tarifs ont été approuvés à l'unanimité au Conseil portuaire. Y a-t-il, bon, il n'y a pas de questions, donc je le vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 5. Finance, tarif du port du Livre Blanc. Je laisse à nouveau la parole à M. Nicolas Archambault. Les tarifs qui ont été transmis sont identiques à ceux de 2024. Ils ont été approuvés à l'unanimité par le Conseil portuaire du port du Mont-Blanc le 16 décembre 2024. Il appartient aujourd'hui au Conseil municipal de les délibérer. Je vous propose donc de les approuver. Monsieur Focas. Excusez-moi. Bonsoir à tout le monde d'ailleurs. Sur la note de synthèse, il est marqué à la majorité. C'est unanimité. D'accord. Donc j'avais une question. Non, mais on en parlait tout à l'heure. C'est pour ça. On a fait l'arrivée de M. Astor. D'autres questions? Aucune. Donc je le vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 6, finance. C'est une actualisation des tarifs municipaux. Je laisse la parole à M. Marcel Graine. Merci, monsieur le maire. Mesdames, messieurs, il faut considérer la nécessité de faire évoluer les tarifs municipaux au regard de l'inflation, des coûts de gestion, et il s'agissait de préciser certaines tarifications. Donc la grille tarifaire doit être modifiée, alors conformément au document qui nous a été transmis. Il est à noter que les précédents tarifs avaient été adoptés pour la plupart d'entre eux lors du conseil municipal du 26 juin 2023, avec prise d'effet le 1er janvier 2024.
et que par ailleurs sont inchangés les tarifs relatifs à la restauration scolaire et ALE, à l'accueil de loisirs et au repas des aînés, toutes tranches. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la nouvelle tarification. Y a-t-il des observations? Madame Estrada. Oui, on a eu un peu de mal, oui, bonsoir à tout le monde, on a eu un peu de mal à retrouver quels étaient les tarifs qui étaient changés. Vous avez répondu en partie. Est-ce que vous pouvez me dire de combien de pourcentage ça fait? Moins de 2%. Merci. Pour ceux qui ont évolué. Oui, D'autres questions? Aucune. Donc je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Question numéro 7, Solidarité Mayotte. Alors, le cyclone Chido du Intense, qui est connu au sein indien depuis 90 ans, a ravagé le 14 décembre dernier l'île de Mayotte. Son passage a dévasté l'île et laissé des milliers de familles sans abri, sans eau et sans ressources. La ville de Metz souhaite prendre part dans la mesure des moyens dont elle dispose à l'élan de solidarité nationale qui est mis en place. Aussi, il est proposé de faire un don d'un montant de 1 500 € qui sera versé à la Croix-Rouge française. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver cette proposition. Y a-t-il des questions ou des remarques? Aucune. Donc, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Question numéro 8. Ressources humaines, modification des tableaux des effectifs, et je laisse la parole à M. Séraphin Parra. Oui, bonjour à tous et à toutes. Concernant cette délibération, normalement vous avez dû recevoir un tableau des effectifs avec à la fois des modifications concernant des postes, des créations de postes et des suppressions de postes. Concernant les suppressions de postes, la délibération nécessite l'avis du CST, Comité social territorial. Et en l'occurrence, ce comité social territorial n'a pas pu se réunir faute de quorum. Donc du coup, on vous propose uniquement la délibération concernant la modification du tableau des effectifs, concernant la création de postes. Elle concerne 4 postes au budget général, 3 postes d'adjoint d'animation territoriale principale. C'est des renouvellements de contrats au service jeunesse sur des emplois permanents à compter du 1er février 2025 et une régularisation du grade au passage d'animateur, d'adjoint d'animation à un adjoint d'animation principale. Et ensuite, la création d'un poste d'attaché. Donc ce poste, ça concerne le recrutement d'un directeur général adjoint des services en remplacement de M. Jean-Michel Bouis, qui doit partir courant 2025. Voilà. Sur le budget cuisine, il s'agit de la création d'un poste d'adjoint technique principal de 2e classe à temps complet. En fait, c'est un changement du temps de travail d'une agent qui était déjà en poste et qui passe de 30 heures de travail par semaine à un temps complet, c'est-à-dire 35 heures. Donc, il est demandé au Conseil d'approuver les modifications des tableaux et des effectifs exposés, de donner le pouvoir à M. le maire pour signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. Y a-t-il des questions? Aucune. Donc je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Alors, comme vous l'a dit M. Séraphin Parra, la question numéro 9, 10 et 11 sont retirées du conseil municipal. Elles seront remises à l'ordre du jour lors de la prochaine séance du mois de mars, du 3 mars. Vous pouvez le noter, le prochain conseil, c'est le 3 mars. Question numéro 12, ressources humaines, c'est le recensement de la population, recrutement et rémunération des agents recenseurs. Et je laisse à nouveau la parole à M. Séraphin Parra. Oui, là encore, c'est une délibération qui vient annuellement, puisque les villes de 10 000 habitants sont concernées par un recensement par un pourcentage particulier de la population.
Et donc, il nous appartient à la fois de définir le niveau de rémunération qui est accordé aux agents recenseurs, à la fois sur le plan de formation. Vous avez vu que dans la délibération, il y a plusieurs rémunérations donc, qui concernent à la fois la formation et ensuite le mode de rémunération qui est, alors, cette année, qui est différent si vous regardez par rapport au précédent, on a modifié le mode de rémunération concernant les agents qui allaient sur la couronne, ce qu'on appelle la couronne périurbaine et lotissement, et ceux qui étaient sur les secteurs plus isolés. Donc on a 3 taux de rémunération, ceux qui font le centre historique, les arrêts de proximité, la couronne périurbaine et ensuite les secteurs isolés. Donc il appartient au conseil municipal, il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à recruter 3 agents recenseurs et de fixer la rémunération telle qu'elle est définie dans la délibération et de dire que les crédits nécessaires sont prévus au budget de la commune. Y a-t-il des questions sur le sujet? Aucune. Donc, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. La question numéro 13, c'est la modification du plan de financement des travaux pour le centre technique municipal. Donc, dans le cadre du projet de construction du centre technique municipal, les études d'avant-projet définitif appelées ont été remises. Elles intègrent l'ensemble des travaux établis par l'équipe de maîtrise d'œuvre qui prévoit de la sécurité des accès au site et le site lui-même, la rénovation énergétique et économique des équipements, les besoins fonctionnels, l'amélioration structurelle du bâtiment, sobriété énergétique et l'amélioration des usages. Le calendrier prévisionnel des travaux prévoit un démarrage en septembre 2025 pour une durée de 12 mois, une fin de travaux prévisionnelle en août 2026 et une réception du chantier en septembre 2026. En phase d'avant-projet définitif, le coût des travaux estimés s'élève à 1 683 103,80 €, décomposé en 2 tranches comme suit. Tranche ferme, hangar plus VRD attenant, 966 877,80 € taxe, et la tranche optionnelle, bâtiment neuf plus bureau plus VRD attenant, 716 226 €. Voilà. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver cette décision. Y a-t-il des questions? Alors sachez que sur ce projet, il n'est pas figé, puisque nous avons rencontré les bureaux justement pour nous ont présenté déjà quelques projets, mais nous avons demandé certaines modifications, notamment sur les ouvertures, car il y avait des ouvertures au plein nord, et bon, il faut savoir qu'ici le Val du Nord est le Val dominant, et d'avoir des ouvertures au plein nord, on va dire que la chaleur du bâtiment baisse vite. Voilà. Donc on a demandé pas mal de changements, et donc une fois que nous aurons le projet définitif, il sera présenté. Y a-t-il des questions? Je me vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 27. J'ai vu la date et excusez-moi. Question numéro 14. C'est lancement de la procédure de mise en concurrence pour l'exploitation de l'air de camping-car. Et je laisse la parole à Madame Vanessa Caruso. Merci, bonsoir. La délégation de service public au bénéfice de la société Camping Car Parc arrivera à son terme le 8 juin prochain. Il convient d'ores et déjà d'engager une réflexion sur les modalités de continuité d'exploitation. Le rapport de présentation a été adressé aux élus et il a également été présenté à la commission communale des services publics locaux qui s'est réunie le 21 janvier dernier. La gestion déléguée à un tiers semble être le mode de gestion privilégié pour atteindre les objectifs de la collectivité en ce qui concerne ce service. Si l'on retient cette hypothèse, il convient dès à présent d'engager la procédure de publicité et de mise en concurrence.
Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir adopter le principe d'une délégation de service public pour la gestion de l'aire de camping-car, conformément au rapport ci annexé. Autoriser monsieur le maire ou l'élu délégué à engager la procédure de publicité et de mise en concurrence, à conclure tous les actes rendus nécessaires par le déroulement de la procédure et notamment à négocier librement les offres présentées conformément à l'article L 1411-5 du Code général des collectivités territoriales et autoriser monsieur le maire ou l'élu délégué à signer tout document relatif à ce dossier. Y a-t-il des questions ou des observations sur le sujet? Monsieur Foucasse? Juste une petite question. Est-ce qu'il est envisagé ou vous avez eu la réflexion de l'agrandir, l'aire? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que de temps en temps il y a la saturation et ben, il y a des personnes qui se permettent de s'installer autour de manière sauvage. Et je pense que c'est pas très équitable pour ceux qui sont à l'intérieur qui payent et ceux qui sont à l'extérieur qui sont installés. Ouais. Oui, dans le dossier, il est marqué la possibilité de faire 10 places de plus. Bon, quand vous allez sur le site, vous remarquerez que quand vous arrivez, il y a eu des limitations de talus et il y a eu une possibilité. Voilà. Après, il faut faire la demande, il y a quand même des démarches à faire, mais c'est vrai qu'on va voir si on a la possibilité de mettre 10 places de plus. Voilà. Donc tout ça, ça va rentrer dans les négociations, hein, parce que comme on vous a déjà dit, on perçoit une somme qui pour nous est basse par rapport à ce qui se fait, parce que bon, on va dire qu'on a été les premiers à créer ces terres, et c'est vrai que par rapport à d'autres villes sur lesquelles j'ai appelé pour avoir des renseignements, on n'a pas le même taux de reversion des chiffres d'affaires. Voilà. Donc on va faire les négociations. Ce qu'il faut savoir, ça je l'ai déjà dit, mais c'est bien quand même de le redire, c'est que c'est l'aire qui est la plus importante, qui est première au niveau des installations sur l'Occitanie, et on est la 10e en France. Donc c'est quand même une aire qui est vraiment intéressante, et je ne pense pas que cette société a envie de la perdre. Voilà. C'était justement ma deuxième question. Est-ce que vous connaissez les intentions du délégataire actuel? Parce que moi, il y avait eu des problèmes donc, de tarification, etc. Non, les intentions, moi je les ai croisés à Paris au Salon des maires. Bon, voilà, ils vont se repositionner, mais bon, après voilà, il va y avoir des négociations. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que cette société, on va dire que c'est quand même la numéro 1 sur la gestion des aires de camping. Voilà. Et bon, de toute façon, on vous tiendra au courant des négociations. Voilà. D'autres questions, Madame Sada? Non, juste une précision, c'est vrai que 9%, c'était le délégataire, c'était sur une création d'aire sur laquelle il n'y avait pas de recul, et une aire qui n'est pas en bord de route, mais qui est en bord de mer avec la vue sur l'étang, donc ils étaient peut-être un peu frileux pour donner beaucoup plus. Maintenant, la ville a toute capacité à montrer que cette aire, malgré le fait de ne pas être en bord de mer, avec vue sur l'étang, est remplie. Oui, surtout qu'elle a un remplissage très important. Non, je pense que voilà, le délégataire va faire l'effort de pouvoir continuer à travailler avec nous. Donc c'est une bonne chose d'avoir une aire. L'effet de la crise. Donc je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 15 de l'urbanisme, c'est l'approbation de la modification simplifiée du numéro 2 du PLU. Je vais laisser la parole à M. Jean-Christophe Davido. Oui, bonsoir à tous. On essaie de faire marcher cet appareil, qui n'a pas l'air de vouloir démarrer. Mais bon, on va Ah, voilà. C'est qui chauffe un peu. on échauffe un peu. Parfait. Pareil qui chauffe, on va commencer. Donc, bonsoir à nous à tous. Donc, cette question portant sur la modification numéro 2 du PLU, elle concerne deux objets, le village Thalassa et la caserne. Le conseil municipal a validé à l'unanimité, il faut insister sur ce point,
ces deux projets, le premier de rénovation et de modernisation du village de Thalassa, et le second, la vente de la caserne pour déplacer les ateliers municipaux dont on vient de parler, et créer du logement mixte et libre et social à la place. Les deux dossiers ont fait l'objet de présentation en commission d'urbanisme, et pour le Thalassa, de réunions de commission spéciale et de réunions publiques. L'information des élus et du public a été largement assurée par la mise à disposition du public du 15 novembre au 16 décembre. Donc tous les conseillers ont reçu le bilan de cette concertation et les remarques des personnes publiques associées et du public. Elles ont été jointes à la convocation du conseil. Il y a un dossier avec d'un côté les remarques et de l'autre côté ce qu'on va faire en modification, notamment pour les PPA qui ont révélé des erreurs dans nos dossiers. Pour le Thalassa, les remarques des personnes publiques associées sur le dossier sont prises en compte et le public n'a formulé aucune remarque. Pour la caserne d'Ypres, certains riverains ont exprimé leur opposition au projet. La création d'habitats collectifs leur pose un problème, ce qui est mentionné dans le bilan de la concertation de façon très détaillée. Alors, si on peut accepter les avis démocratiquement exprimés dans cette procédure, on a du mal à admettre que sur les réseaux sociaux, des informations erronées soient diffusées, surtout dans un conseil municipal. Je cite ce qui a été écrit sur Facebook, pour ne pas le nommer. Il a été écrit « Cette modification autoriserait l'arrachage des arbres et des haies sans condition aucune de nouvelles plantations ». Dans le dossier que vous avez au vote, page 50 du règlement de la zone U3, l'article 13 proposé au vote ce soir précise « Une plantation d'arbres de haute tige tous les 50 mètres carrés minimum et 30% d'espace vert minimum sur chaque parcelle sont exigés en zone U3. » Pour la parcelle de la caserne, cela revient à augmenter très sensiblement le nombre d'arbres et les espaces verts. C'est dommage qu'on n'ait pas l'image parce qu'on vous aurait montré le pauvre platane et les deux autres arbres qui sont aujourd'hui présents sur le site. Les futurs permis, puisque là on en est au PLU, on n'est pas dans les permis, les futurs permis devront respecter ce PLU, mais également les droits des riverains. Les droits des riverains sont garantis par le respect du PLU, mais aussi par le code civil, notamment en matière de vue, de prospect, etc. Donc, lors d'un permis, tout ça sera examiné. Le vote de cette modification du PLU permettra le démarrage des travaux du Thalassa en septembre ou octobre et le début des études pour le projet de la caserne, qui fera l'objet d'une présentation aux riverains avant le dépôt du permis. On n'en est pas là à voter un permis ou un aménagement, on en est à voter des règles d'urbanisme. Pour ce vote, je vous précise bien que cela ne soit pas nécessaire juridiquement, que les membres de la CMAVAD présents au Conseil ne prendront pas part au vote. Voilà. Ce qu'on peut dire sur la caserne, c'est qu'aujourd'hui, on a des règles qui fixent une hauteur, 11 mètres. Aujourd'hui, la caserne, le fêtage est à 10 mètres et quelques. Donc, on ne modifie pas la volumétrie du bâtiment. Et on est plafonné à R+2, ce qui est le cas de l'immeuble qui est au fond de la caserne. R+2. Immeuble qui pose par ailleurs des problèmes. Voilà. Donc, on arrive au bout de cette procédure. Moi, je pense qu'on a mené dans la transparence cette procédure. Je regrette qu'en commission d'urbanisme, les gens soient parfois absents. Ça aurait permis de prendre connaissance du dossier. J'apprécie par contre que les délibérations précédentes aient eu lieu à l'unanimité. Donc voilà, donc on vous propose de voter. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Ce n'est pas des questions, c'est ce soir on nous demande notre avis, donc on va vous le donner et on va être un avis très raisonnable et raisonné sur ces deux projets, sachant que, comme vous l'avez bien dit, nous avons voté à l'unanimité les deux précédentes excusez-moi, délibérations. Donc en fait, cette modification elle s'inscrit également dans un cadre plus large, celui de la modification générale du PU, qui a débuté en février. Donc nous, au niveau juridique, on n'a pas de remarques particulières. Hein. Toute la procédure qui a été suivie, elle est légale. Hein. Vous avez suivi tous les articles du Code de l'urbanisme. Donc là-dessus, on n'a rien à redire. Et effectivement, il y a deux dossiers dans cette délibération, la caserne d'Ypres et le Thalassa. Donc on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais en tout cas, ça va permettre à la ville de reconstruire complètement le Thalassa pour développer l'offre d'accueil touristique, favoriser le développement économique, la création d'emplois et de richesses. Et donc,
Ce sujet, on l'a bien vu dans le plan de la concertation que vous avez donné, n'a fait l'objet d'aucune remarque particulière, que ce soit des habitants ou des personnes publiques associées, et nous non plus, on n'a aucune remarque à faire là-dessus, puisque c'est un projet qu'on soutient. Par contre, là, on est un peu plus réservé. La réalisation de l'opération de renouvellement urbain sur le site de la caserne de Dieppe pour créer des logements, notamment des logements sociaux, il y en a quand même 37. C'est sur ce nombre-là que ça nous interpelle. C'est sûr que ça ne m'a pas interpellée quand on l'a présenté en commission, parce que je ne me suis pas du tout imaginé de ce que ça pouvait donner. Par contre, le projet, bon, on l'a vu dans le plan de la concertation, il est critiqué par exclusivement les propriétaires riverains. Bon, ce sont eux qui sont quand même les plus impactés, et peut-être quelques personnes qui habitent dans le territoire, dans la zone, dans le quartier. Alors, pour notre part, au niveau du point de vue des politiques publiques, et notamment celle en faveur de l'habitat, eh ben, le projet de la caserne de Dieppe, il est cohérent. La ville, c'est la loi, hein, doit être reconstruite sur elle-même. La loi ZAN fixe zéro artificialisation nette à l'échelle de 2050. L'État encourage de lutter et d'occuper les friches ou les dents creuses. L'État encourage la densification, ce que certains peuvent appeler bétonisation, mais en tout cas, l'État l'encourage. Et aussi l'élévation des constructions pour limiter l'étalement urbain. Donc là, on est en plein dans un dossier qui correspond à tout ça. On tient compte aussi du fait que se loger à Metz, c'est très compliqué, c'est très cher, qu'il y a un déficit en logement social et que la ville paye 130 000 € de pénalité pour carence de logement social. Voilà, donc on fait simplement remarquer, là on tenait à le dire, que le plus actuel, lui, ne permettait pas, ce projet-là, ne permettait pas d'aller jusqu'à 37 logements. Il permettait peut-être, moi je ne l'ai pas calculé, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas architecte, une trentaine, mais en tout cas, le plus actuel ne le permettait pas. Donc en fait, on change les règles pour pouvoir en avoir plus. Après, on attire l'attention sur le fait que c'est un bâtiment qui appartient à l'histoire de la commune. On parle de devoir de mémoire. Il y a juste une protection sur le porche, hein, qu'après, il n'y a aucune protection. Donc, on peut aussi en faire ce qu'on veut. On est d'accord aussi sur le fait qu'il y a déjà eu un état de morcellement et que la lisibilité de cet édifice qui est style de caserne avait un peu été perdu parce que le site était à l'abandon. Donc en fait, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que dans le projet soit peut-être revu le nombre d'appartements, que les riverains soient peut-être un peu plus associés à l'échelle du permis de construire, du projet en lui-même, et qu'on tienne un peu plus compte des caractéristiques identitaires de cet édifice. Juste, je finis en disant qu'en fait, on a aussi très bien conscience que y a un intérêt financier à vendre, à modifier ces règles, puisque le bâtiment fait partie d'une opération dite à tiroir, ça a été présenté lors du budget, que sa vente doit permettre à la CEMAVAT de vous payer pour rembourser l'emprunt de l'achat du mas de Gary, et que la CEMAVAT elle doit aussi réaliser une opération économiquement rentable, et que peut-être qu'avec moins de logements sociaux, le bâtiment, la construction sera moins rentable. Donc tout ça on l'entend. Donc nous, on souhaite être un peu plus associés, mais plus largement que ce soit les habitants soient associés dans le cadre du dossier de permis de construire, parce qu'effectivement, vous venez de le dire, c'est là juste les règles d'urbanisme, que des règles d'urbanisme on fixe un maximum, mais on peut aussi se limiter à en faire moins, et que ça sera une opération, si tout le monde joue le jeu, une opération gagnant-gagnant, parce qu'en fait, lorsqu'on va aussi sur ce site, il mérite d'être mieux traité que ce qu'il est là. Donc, nous, on s'abstiendra juste sur ce point et on souhaite participer un peu plus à la suite du projet. Merci. Donc, je vous rappelle certains éléments. La construction actuelle
Elle est à une hauteur de 10,50 à peu près en moyenne, le fêtage. Donc on pouvait très bien faire un R+2 sur 10,50. On est dans un âge. L'association, on ne peut pas faire plus. Je veux dire, on l'a passé en commission, on l'a passé 2 fois en commission d'urbain. Lors du vote de la vente de la parcelle, vous aviez dans la délibération le fait qu'il y aurait 37 logements. Je répète que ce n'est pas 37 logements sociaux, c'est 11 logements sociaux et le reste en libre. Donc il ne faut pas confondre. On est sur un programme mixte, libre et social. 18 en accession libre. Exactement. Donc on n'est pas du tout sur que des logements sociaux, c'est pas notre objectif nulle part. Voilà. Ensuite, le caractère patrimonial, en fait, on a un porche qui sera conservé. Ça, au niveau du permis, ça peut très bien se gérer. Donc ça fait partie des obligations. Et ensuite, il a été évoqué aussi le caractère environnemental, etc. Aujourd'hui, ces pauvres platanes existants et les haies, personne ne dit qu'on va les détruire. Personne. Il faut simplement monter un projet. Pour ça, il faut une modification du PLU pour qu'il y ait un permis qui soit travaillé. Le permis, il sera présenté aux riverains. Ce n'est pas eux qui vont le décider, mais il sera présenté. Et s'ils ne sont pas en harmonie, ils ont toujours des droits à faire valoir, comme partout. Donc, on ne pourra pas associer à la conception, mais la présentation de la conception, elle sera faite. Ensuite, les riverains, il y aurait beaucoup à dire. Sur notamment l'immeuble Théophile, là-bas, je pense qu'il y aurait beaucoup à dire. Voilà. Donc, notre projet, c'est ce qu'on a annoncé depuis le départ, c'est-à-dire du logement mixte pour les familles, avec des T3 et des T4. Et c'est ce qui manque à Metz. Voilà. Donc, on est tout à fait dans la philosophie de ce qu'on a annoncé et de ce qu'on souhaite faire. Je comprends très bien que quand on est tranquille dans un endroit comme ça, 37 logements, ça va faire une gêne par rapport à l'état intérieur. Je le comprends très bien. Mais quand on est en zone U dans une ville, si je prends l'exemple de chez moi, quand je me suis installé, il y avait des vignes et des oliviers. Et puis maintenant, il n'y a plus ça. Et encore, il va y avoir d'autres choses encore. Donc quand on est en zone U, dans la problématique actuelle de l'urbanisme et de ce qu'on nous impose, il peut y avoir des densifications, c'est sûr. Le but, c'est pas d'embêter les riverains. Le but, c'est d'arriver à faire que des espaces comme ça soient requalifiés pour que des familles puissent s'installer sur Metz. C'est autre chose. Après, je vous dis, être associé au niveau des élus, moi je ne peux pas entendre qu'il n'y a pas eu d'association, puisqu'on ne peut pas faire plus. Hein, on a présenté en commission. Je vous invite à venir régulièrement aux commissions que l'on fait, ça c'est sûr. Et on a fait des réunions publiques sur l'urbanisme, où on a annoncé tout ça. Donc je pense qu'on est très clair là-dessus. Voilà. Donc après, je vous dis, les riverains, je comprends très bien que si on peut éviter de faire ça, ils seront plus contents. Mais c'est pas l'objet de ce qu'on va faire en urbanisme sur Metz. C'est clair. Il faut qu'on gère un ancien PLU, donc il y a encore des impacts, et il faut qu'on gère la mise en place des mesures obligatoires. Nous avons le SCOT du bassin de Tours, on en parlait tout à l'heure, qui va être applicable en mars. Là, il n'y aura plus de débat, puisque dans le SCOT, il est prévu que tous les PLU des 14 communes, on en parlera tout à l'heure. Donc là, il s'agit maintenant de clôturer les procédures et d'approuver la modification du PLU numéro 2. Monsieur Appart. Juste pour ajouter, puisque le temps est donné comme ça, bonsoir à tous. Finalement, les paroles s'enchaînent et c'est un projet qui est globalement très positif. Ça fait quand même, si on compte 2 véhicules par logement, 74 véhicules. Et c'est à 3, on va vers les 100. Dans ce quartier-là, 100 véhicules qui vont passer à l'entrée de ce Porsche, imaginez ce que ça peut faire aux heures de pointe. Merci. Monsieur Aspar, je vous invite à lire le document que vous avez à voter. C'est 2 véhicules au-delà d'un appartement de 50 mètres carrés, 1 véhicule au niveau de moins de 50 mètres carrés. Donc il y a 49 places de parking. Il y a 49 places de parking à trouver et ça limitera d'autant les capacités à construire. Donc vous avez une cinquantaine de places de parking qui seront dans le projet. Y a-t-il d'autres observations? Monsieur Focas. Alors, dans ce premier temps, je voudrais saluer l'intervention de Lisiane Estrada, que j'ai trouvé très mesurée. Même si il y a des petites nuances entre ce que je pense et ce que tu as dit, j'ai trouvé une intervention très intéressante.
Alors, c'est vrai que c'est toujours regrettable quand on a l'impression que le patrimoine est vendu ou le patrimoine disparaît. Ça, c'est des sujets qui reviennent sur la table régulièrement, etc. Et c'est vrai que c'est regrettable. Et on invoque le devoir de mémoire. Et vous avez invoqué aussi ce qui a été diffusé sur Facebook, de la part d'une personne qui a été, il me semble, ou peut-être que son devoir de mémoire, elle a oublié qu'elle a été maire pendant 20 ans de cette commune. Cette personne, elle a laissé une situation avec la plupart des bâtiments publics dans un mauvais état. La mairie, une passoire hydraulique et une passoire thermique. La mairie annexe où il y avait le service des sports qu'il a fallu évacuer en urgence. Le stade qui est en train de vraiment, et je m'excuse de venir sur ce sujet, qui est en train vraiment de devenir une ruine. La caserne d'Ypres, qui aussi était laissée un peu à l'abandon, hein, parce que c'est bien beau de vouloir préserver le patrimoine, mais quand on l'a entre les mains, il faut faire quelque chose alors. Le Thalassa, qu'on a voulu vendre, 2 hectares 3, on nous parle de préserver le patrimoine encore une fois, 2 hectares 3, en bord d'étang, en disant que c'était en ruine. C'est pas moi qui le dis, c'est la personne qui a été maire pendant 20 ans, en disant que c'était en ruine, et qui, aujourd'hui, il y a des entreprises ou des entités qui sont prêtes à y mettre 9 millions d'euros à la bouche. Je ne parle pas des autres bâtiments, je dois en oublier quelques-uns. Hein. Vous savez mieux que moi les frais que vous devez engager constamment pour remettre les choses en état. Avec ça, en 20 ans, aucune nouvelle infrastructure, à part l'école Jules Verne, il faut le reconnaître. Et donc, la situation actuelle, c'est quoi? C'est donc des millions d'euros qu'il faudrait engager sur divers bâtiments pour les remettre en état. Et ces 10 millions d'euros, ces dizaines de millions d'euros, on les a pas. On les a pas, et donc il y a des priorités. Et c'est vrai que c'est regrettable, donc, peut-être de se séparer de quelque chose, mais il faut faire des choix. Et ce choix, il est judicieux dans le sens où on évoque des véhicules qui vont certainement... et oui, il y a des véhicules obligés, comme quand on a fait le moulin à vent, comme quand on a fait l'impasse au soleil, etc. Donc, il y a des véhicules. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a quand même des véhicules de la municipalité, des véhicules des services techniques qui passent, qui sortent et qui rentrent. C'est pas des gênes. Alors, moi je comprends les riverains, ils défendent, c'est tout à fait normal, hein, je serai à leur place, eh bien, peut-être que je ferai pareil. J'ai été 20 ans dans l'opposition, j'ai sorti des sujets, et on va chercher des sujets des fois, et c'est vrai qu'après on dit donc peut-être là, mais c'est le rôle, l'opposition, riverain, etc. Il y a aussi le fait qu'on est aujourd'hui dans des sites beaucoup plus adaptés à cette activité du centre technique municipal. Et donc, bon, dans la lignée de ces votes à l'unanimité, voter cette modification du plus, bien sûr. Et pour le Thalassa, on est un peu plus raccord. Donc, on en garde le contrôle, puisqu'on en est toujours propriétaire. Délégation de services publics, investissement. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut demander de plus. Voilà, donc, même si ça peut paraître faire de la politique, ce que je viens de faire, en parlant d'un maire d'une personne qui a été maire pendant 20 ans, mais bon, il est ressorti de son trou avec une publication Facebook, il faut qu'il s'attende aussi à participer au débat, puisqu'il veut y participer. Voilà, je vous remercie. Merci, M. Focas. Vous avez oublié le match de Garrigue aussi. Oui, j'en oublie. Oui, moi, ce que je voulais dire, monsieur, je voulais juste rebondir avant de m'adresser aussi à la crainte des riverains. Je voulais juste m'adresser à monsieur Aspa. Vous savez, moi, mes parents, là où ils habitent, en face, on a fait une grosse résidence qui lorgne dessus chez eux. Ils ont juste la sortie du portail de la résidence. Je peux vous dire, ils ne sont pas spécialement gênés. Vous parlez aux gens qui habitent en face de la résidence Mas Raphaël, ben, ce n'est pas une voiture que toutes les 2 minutes
minutes qui passent là, il ne faut pas non plus, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Par contre, quand vous faites du souci là pour les trains des bonnes, de toute façon, je sais que c'est politique et tout ça, mais je vais vous rafraîchir la mémoire. Quand vous avez fait l'Austréal, 68 logements derrière Domus Medica, là vous n'êtes pas posé la question, 68 logements dans ce périmètre-là, si les voisins avaient des problèmes de véhicules et de stationnement. Vous allez demander à Intermarché maintenant où ils peuvent aller faire les courses, les gens. Voilà. Alors je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter. Alors moi, j'avais pris des notes. D'ailleurs, je pense qu'il y en a un qui est sorti du trou, mais je pense qu'il va y rentrer rapidement. Parce que je comprends tout à fait les craintes des riverains, mais j'aimerais établir la vérité sur des écrits de publication que j'ai vus ici et là. Quand j'entends parler de patrimoine de Metz, je vous invite à faire un tour, de vous rendre à la caserne d'Ypres et de faire l'état des lieux. Au fil des ans, les bâtiments agricoles ou casernements se sont transformés en lieux d'habitation, et bien souvent sans aucune règle d'urbanisme. Tous les bâtiments sont devenus habitations, hormis les bâtiments de la ville et celles de M. Agut. D'ailleurs, dans un article du journal de la ville de 2012, écrit par Alain Cambon, il est écrit « Aujourd'hui, un hangar abrite les ateliers municipaux et les habitations nouvelles. Mais rien ne laisse apparaître qu'en ces lieux, il y a près d'un siècle, une caserne militaire accueillait des centaines de soldats venus des quatre coins de France sacrifier leur jeunesse ou leur vie pour défendre notre pays. Aujourd'hui, seules les bases de 2 piliers de la porte d'entrée de la caserne sont les témoins d'une douloureuse page de notre histoire. » Voilà ce qu'il avait écrit. Mais avant de développer, je désirerais refaire l'historique de ce lieu et de son évolution. Alors, ces bâtiments agricoles ont été réquisitionnés en 1915 pour recevoir 1400 hommes jusqu'en 1919, c'est-à-dire à la caserne, ça a été que 4 ans, pas non plus. Une fois désaffectés, les bâtiments ont été revendus. Alors, la ville de Metz, par délibération du 13 mars 1948, et ce que je peux vous dire que ça a été très dur pour arriver à retrouver ce document, a voté l'acquisition d'un bâtiment appartenant à la famille Olmire pour un montant de 420 000 francs. Ce bâtiment a été acheté afin d'y entreposer du matériel communal et d'y établir un gymnase municipal. Oui, vous avez bien entendu, un gymnase municipal. Alors on se demande qu'ils n'ont pas fait le gymnase à cet endroit-là. Parce que je ne vous dis pas les véhicules. Là, par contre, vous allez demander aux voisins de Bernard Jeu, je vois qu'il y a M. Gagne, qui vous dira ce que c'est. Suite à un droit de préemption urbaine sur la propriété de M. Boyat, décision 48 du 6 septembre 2021 par Henri Foucault, la ville a acheté le bâtiment propriété de M. Boyat en 2023 pour une valeur de 340 000 €, avec la volonté de pouvoir y loger les services municipaux. Entre-temps, nous avons lancé une étude pour l'installation des services municipaux dans la caserne de Ypres. L'étude que j'ai, qui peut être, je peux la montrer à qui veut la voir. L'étude a révélé qu'il était impossible d'intégrer la totalité des services techniques dans la caserne d'Ypres. Je rappelle que la totalité des employés de services techniques, c'est 75 personnes, 30 véhicules personnels, 44 véhicules mairie et 9 poids lourds. Là aussi, je vous laisse réfléchir à si on avait fait aussi les véhicules. Et là, c'est les va-et-vient, c'est permanent, au milieu de pied. Avec un montant de travaux de 4,4 millions d'euros. Alors, la valeur du foncier de la caserne de Ypres, 1 350 000, et les travaux 4 400 000. Donc, le coût de la réalisation aurait été de 5 750 000. Entre-temps, nous avons eu l'opportunité d'une vente d'une parcelle dans la ZAC du Mas de Garic, d'une superficie de, je vais dire 5 000 m², c'est là plus vite, pour 1 200 m² de bâtiment pour une valeur de 1 150 000. Donc, on nous a passé tout à l'heure les travaux avec les 1 150 000 d'achat du terrain et les 1 830 000 de travaux, nous arrivons à 3 millions. Ce qui fait quand même une économie de plus de 2,5 millions pour installer en plus des employés de mairie dans un centre et en plus on peut les mettre en totalité et avec un espace beaucoup plus grand puisque sur la caserne d'Ypres il y a 3 000 m² avec des droits de passage alors que là-haut nous sommes sur un terrain de 5 000 m². Et je vous rappelle aussi que actuellement les agents sont, on va dire, sont dans des bâtiments, dans des mauvaises conditions, aussi bien vestiaires et autres structures. Donc, par le passé,
Henri Fricot avait demandé à Semabat de préparer un projet d'installation des services municipaux dans la zone en Garonne et de vendre la caserne d'Ypres à la Semabat. Moi, je faisais partie de sa liste et je n'étais pas du tout au courant. Vous étiez au courant, monsieur Aspar? Non, je me rappelle donc, en fait, oui, c'était ça, c'est 74 véhicules qui vont passer par le Porsche, là. Non, mais c'est bon. Parce que vous parlez de tout, mais la réalité, elle est là. Parce que moi, sur ces chiffres, ça m'interpelle, certes, mais la réalité, pour le commun des mortels, c'est bien là. C'est 74, si on compte 2 véhicules par habitation, c'est 74 véhicules qui vont passer par le Porsche. Monsieur Aspar, les agents municipaux, c'était exactement pareil. Je suis en train de vous poser la question si vous étiez au courant, puisque vous, comme vous étiez à la même équipe que moi avec Henri Fricot, du projet qui devait se faire sur la caserne d'Ypres. Vous étiez au courant ou pas? Alors, la caserne d'Ypres, il y Alors, avait, parce il y que avait le projet de faire des bâtiments pour le personnel, oui, pour mettre en place des systèmes. Alors, vous voyez, monsieur Aspar, vous voyez, quand j'ai quitté Henri Fricot, je l'ai quitté pour une bonne chose, hein. C'est qu'il faisait tout derrière notre dos. Vous voyez, je suis allé à la Semabat aujourd'hui et je suis allé récupérer le projet qu'il devait faire sur la caserne d'Ypres, avec démolition de la caserne d'Ypres. Vous voyez là-dessus, il y a tout. Alors quand ce monsieur se permet sur les réseaux sociaux de crier à l'effaroucher, excusez-moi, j'ai pas vu sur les réseaux sociaux, mais je ne suis pas tout le temps. Non, vous avez la communication. Alors après, à un moment donné, on ne peut pas cautionner quelque chose, et en même temps, ça c'est ce qui devait se faire, vous voyez ce qu'il y a écrit, proposition de programme de construction sur la caserne de Ypres. Vous voyez? Et ça, il n'y a personne ici, même, il n'y a personne sur la liste. Mais on n'est pas sur le passé, on n'est pas sur le passé, on est sur le présent. Le présent, c'est des constructions et des véhicules. Il y a le devoir de mémoire aussi. Vous avez fait, vous parlez du passé, vous parlez de devoir de mémoire, vous voulez protéger la caserne. Il faut être là, il faut en prendre conscience, et puis voilà, il faut essayer de gérer le problème. Le passé, c'est des choses, aujourd'hui, c'est là. Laissez-moi finir. Alors, je vais vous inviter à écouter d'ailleurs le conseil municipal du 16 septembre 2021, où Henri Fricot confirme me dire en disant, avec les études qui avaient été faites pour vendre l'immeuble à la caserne d'Ypres à un promoteur, mais le promoteur c'était la Semabat. Donc, exactement ce que nous allons faire, ce que nous avons fait. Et puis vous étiez présent, donc vous aurez pu l'entendre. D'ailleurs, j'ai récupéré ce document. Alors, je pense que M. Fricot, comme beaucoup de membres de sa liste ou amis, vous avez des absences de mémoire. Alors, avant de passer à vendre la caserne d'Ypres à la Semabat, j'avais d'abord proposé, en concertation avec mon équipe, la vente de la caserne d'Ypres à Mme Melki, directrice de la société Biotop, pour y installer une société qui loge actuellement à l'Étroit dans plusieurs maisons du boulevard Maréchal Foch. Et là, pareil, le Biotop, c'est quand même 120 salariés sur Metz, Biotop. Et finalement, la société a refusé. Donc, à un moment donné, il faut trouver des solutions. La solution était de passer par la Semabat. Alors, j'ai reçu sur mon bureau 3 lettres. Après, je n'ai reçu personne sur ce sujet-là et je suis en mesure, s'il y a des gens qui veulent me rencontrer, je suis ouvert à la discussion et je reçois tous les rendez-vous, je les assure. J'ai reçu des lettres très virulentes de personnes, deux sœurs qui habitent en face à la résidence secondaire, mais je prendrai le temps de leur répondre particulièrement. Je suis traité de maire au promoteur en étant également président de la Semabat. Alors, par le passé, qu'est-ce que je veux dire? J'ai perdu le fil. Vous avez tellement remarqué que... Alors, je tiens à dire quand même, pour ce qui est pour le public, notamment pour les gens qui ne savent pas, que la Semabat, c'est une SEM, c'est une société d'économie mixte, c'est-à-dire public-privé. Et les actionnaires de cette SEM sont la ville de Metz, la ville de Villeverac, le GIJAN, le département de l'Hérault, la CCI, le Crédit Maritime, et je crois qu'il en manque un. Voilà. Et je tenais à signaler que je suis président de la Semabat, car la ville de Metz détient 40% du capital de la Semabat, c'est-à-dire qu'il y a une grosse partie du projet qui appartient toujours à la ville de Metz, comme tout ce qui se fait par la Semabat. Alors, il est bon de rappeler que je suis président de la Semabat et que j'ai refusé de percevoir une indemnité, contrairement à M. Rodriguez, qui percevait à l'époque 700 € par mois quand même.
Ça, il faut aussi le dire, parce que moi, je ne suis pas un promoteur, mais je n'ai pas le zéro. Voilà. Alors, quand je suis traité de maire promoteur sans avoir sorti aucun logement sur la commune en 3 ans de mandat, je suis surpris. Alors oui, il y a des projets et nous ne les cachons pas, car nous sommes dans l'obligation de réaliser des logements, nous sommes pénalisés par la loi SRU, où actuellement nous payons 139 000 € de pénalité. Alors certaines communes avaient préféré payer la pénalité SRU pour ne pas faire de logement. Sauf que depuis l'État durcit les choses et le préfet ont la possibilité de reprendre la gestion de notre urbanisme et vous imposer des projets. Alors je vous invite à aller sur Internet, vous verrez, ça a été le cas dans le Rhône, où au début d'année 2024, le préfet a repris la main sur les permis de construire de 7 communes de l'agglomération lyonnaise. C'est une situation que nous n'envisageons pas, et nous voulons garder la main sur les permis de construire. Alors oui, il y a aussi des projets que nous sommes obligés de valider, car ils ont été déposés sous l'ancien PLU. Le projet du chemin de Laval, ou encore le projet de la rue Marius-Laurès aussi, qui commence aussi à faire un débat. Alors, Tagari Fico a lancé la révision du PLU, il a fait quoi? Depuis rien. Dommage qu'il ne soit pas là aujourd'hui avec M. Rodriguez pour discuter au lieu de tirer les ficelles. Il a préféré partir et ne pas respecter les 2700 électeurs qui ont cru à lui. Et vous rigolez, M. Aspar, vous allez entendre. Je ne rigole pas, franchement. Et je remets sur le passé, je vois pas ce que ça intéresse. C'était intéressé les gens, c'est l'avenir. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je remercie M. Dalbigo, M. Jacques-Christophe Dalbigo pour avoir limité la casse sur le chemin de Laval ou rue Marius-Laurès. Parce que la rue Marius-Laurès, où il était prévu 20 logements, destruction de l'ancienne maison de la famille Merle et un parking souterrain, après 2 refus de permis et un refus de renforcement électrique, il y aura 12 logements. Et au sujet de l'ancienne propriété de la famille Merle, où depuis quelques jours les tractopelles s'activent, je vous invite à avoir le compte rendu du policier municipal du 19 décembre 2018 où Henri Fricou dit « La maison de Maître Merle est en cours de vente et la construction de l'immeuble peut avoir lieu puisqu'elle sera conforme au PLU. Et d'autorité, le maire ne peut pas interdire ce projet. » Et pourtant, M. Dalbigo y est arrivé. Vous voyez, quand on veut la volonté, tout en ne changeant pas le PLU. Alors, il est facile de jouer les farouchés, de prendre des photos et de publier sur les réseaux sociaux quand on a collaboré à cette situation. Alors, quand je suis traité de maire promoteur, je vais vous expliquer ce que c'est un maire promoteur ou un maire profiteur. C'est un maire qui se retrouve avec une maison à l'étranger, des appartements ici et là, et qui a la possibilité de trouver des terrains à bâtir pour ses enfants à 30 € au lieu de 350 € le mètre carré. Moi, je suis un maire qui, avec son équipe, essaie de loger les 291 familles de Metz qui cherchent un logement social. Un maire qui essaie avec son équipe d'éviter la fermeture des classes en logeant des familles et non pas des délinquants comme certains veulent le faire croire. Le social ne veut pas dire un délinquant. C'est 291 dossiers de logement. Nous les recevons régulièrement avec mon adjointe Annie Galibert. Des familles avec enfants, des mères isolées, des pères qui ne peuvent pas recevoir leurs enfants faute d'appartement, des personnes âgées, nos enfants, vos enfants. Vous avez entendu 291 logements. Alors quand je vois des personnes qui se défoulent sur les réseaux sociaux, alors qu'en même temps, ils passent à la porte de mon bureau ou celui de mon adjoint aux affaires sociales Annie Galibert ou encore CCS pour demander un logement, ou encore quelques mégères qui, après avoir profité de l'ancienne mandature pour caser enfants et petits-enfants dans des logements sociaux qui aujourd'hui stoppent au béton, je les invite à laisser l'appartement à ceux qui le demandent. Et puis la troisième lettre que j'ai reçue, elle est aussi vindicative. Elle a été envoyée par le propriétaire de l'immeuble Aujonian, en face du Porsche. Une lettre où ce couple se livre à des leçons d'urbanisme, d'écologie, de patrimoine. Alors je me suis renseigné sur ce permis de construire et là, quelle a été ma surprise. Je suis même étonné que les voisins de l'époque n'aient pas eu la même virulence qu'aujourd'hui. Ce monsieur, après un premier refus de permis, a déposé la construction d'un bâtiment de 8 logements. Après l'achèvement des travaux, ce monsieur a vu son refus de conformité. J'aurais aimé que M. Fricou soit là aujourd'hui pour m'expliquer quelle a été la suite de ce dossier. Car je me suis également rendu compte que ce n'est pas 8 logements qui ont été construits, mais 12. Et la hauteur de l'immeuble, vous voulez la connaître, 10 mètres 25. Alors, pas besoin de faire une modification de PLU. Il a rajouté un étage de plus pour faire 4 appartements non déclarés sur le permis de construire. Alors, il était prévu également 2 places par appartement, soit 16 places. Il y a aujourd'hui 16 places pour 12 appartements. Et malgré ces litiges d'urbanisme, ce monsieur a dû rester en bon terme avec la LCMR quand il effectue de très nombreux chantiers sur la commune, la patinoire de l'Esplanade, le jardin monté. Et là aussi, ne vous inquiétez pas, il y aura une suite. Je continue.
Alors, quand j'entends parler de vieilles perles de patrimoine, je vous invite à voir sur place, bien sûr, ce qu'il en reste, la caserne d'Ypres, ce qui a été fait depuis la période 1915-1919. Le rapport sur l'évolution depuis 2015, où de nombreuses constructions ont été construites ici et là, sans règle d'urbanisme. Les piliers de l'entrée de la caserne ont disparu, le porche est tombé, les portails en bois ont laissé place à des rideaux métalliques. Alors, s'il vous plaît, soyons raisonnables. Quand je vois M. Boudard qui marque sauvons notre patrimoine de la destruction, si défend aussi bien le patrimoine comme il a défendu l'eau de la ville de Metz, ça va risquer d'être un champ de ruine. Alors, je vais vous rappeler que nous avons fait en 3 ans pour notre patrimoine, l'église Saint-Hilaire, les rapports en totalité, le kiosque, le port des nacelles, la mairie, prochainement l'entretien de la mairie. Je passe les liantes, le foyer des campagnes. Alors, quand j'entends dire que nous passons ce projet en catimini, sans que personne ne le sache, je vous rappelle qu'il y a eu des délibérations au conseil municipal. Le conseil municipal est filmé, ce qui n'est pas une obligation. Il y a des réunions d'urbanisme, des commissions, des publications et la procédure de modification. Mais pour être au courant, il faut s'intéresser à la politique de la commune et non pas seulement quand ça touche son propre intérêt. Alors, j'avais préparé pour M. Boudard pour lui dire où était le 9 mai, le 20 avril, le machin, il y est finalement, il y est nulle part. Alors, quand je vois M. Aspa ou M. Boudard ou certaines de votre équipe, du moins ce qui en reste, et quand je vous vois liker, partager, critiquer alors que vous avez validé toutes ces démarches sans aucune observation, j'ai de mieux dit que vous êtes vraiment des opportunistes et selon les règles du moment, vous reprenez votre leste. Voilà. Alors je finirai en m'adressant aux voisins proches de la caserne. Tous les projets apportent une licence. Un service technique, c'était 75 personnes et 83 véhicules. La société Bibliotop, c'était 120 personnes et minimum 80 véhicules. Le gymnase, comme à la base. Ce projet, nous le mènerons en concertation. Il n'y a actuellement aucun permis de déposer. Et il est totalement faux de dire que nous allons couper arbres et il y a 3 platanes sur la parcelle et une haie contre le voisinage sud. Il n'est pas raisonnable de comparer Austrial, 68 logements, avec ce projet qui fixe 37 logements sur 2 bâtiments, avec des parkings en rez-de-chaussée. Dire que la caserne va être détruite, c'est faux. Sur le plan de masse, il y a écrit plan de masse indicatif. Et pour information, comme a dit M. Dalbigo, le fêtage du toit est déjà à 10,50 m. Donc, je vous le répète, sur la caserne type, il n'y a aucun projet de déposer et nous le travaillerons en concertation et nous tiendrons compte des remarques et nous ferons en sorte qu'il y ait le moins de gel possible sur ce projet sur la caserne type. Voilà ce que je voulais dire. Monsieur Aspa. Alors, je ne vais pas faire tout un laïus pour essayer de convaincre qui que ce soit. Juste, je vais dire que je n'ai jamais, moi, retourné ma veste. Franchement, dire cela, c'est un peu coffre, mais Vous avez tout voté. Quand on a vendu la parcelle, M. Aspa, vous avez voté pour, sachant qu'il y avait 37 logements. Aujourd'hui, vous êtes contre. C'est pas ça, retourner la veste? On ne vous a pas dit qu'on était contre, on a dit qu'on s'abstiendrait et qu'on travaillerait un peu plus avec vous sur la question au niveau du permis de construire. Et comme plus, il y a une vote, les règles qui disent jusqu'où on peut aller au maximum, mais on n'est pas obligé d'aller à ce maximum. Donc, dans le contenu de mon intervention, j'ai bien repris et on est d'accord sur le diagnostic et sur la procédure que vous avez suivie. On est d'accord. Non, remarque, ça ne s'adressait pas à vous, madame. Ça s'adressait à M. Aspa. Y a-t-il d'autres observations? Aucun. Non, mais je vous vote. Qui est contre? Ah, pardon, excusez-moi. Toutes les personnes qui sont à la CEMAPAC, elles sortent. Moi, le premier. Voilà. Alors, ceux qui ont des pouvoirs de gens qui sont à la CEMAPAC, ils n'ont que pour avoir une voix et ils ne voulaient pas la même chose. Donc, je rappelle que ce n'est pas obligatoire juridiquement, hein, mais on a décidé que quand il y avait des affaires concernant la CEMAPAC, vu que les gens sont au conseil d'administration, on fait la différence. Voilà. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? 3 abstentions. Avec les pouvoirs? Avec les pouvoirs. 6. Et le reste est pour. Merci. Bien, monsieur le maire de rentrer.
Donc ça a été voté, les abstentions, ils ont voté. Bon, je continue, question numéro 16, urbanisme, avis de la commune sur le dossier d'arrêt de la révision du spot. Et je laisse la parole à M. Jacques-Son de Talico. Merci, monsieur. Alors ça marche toujours pas, Vérifie si ton clavier est bien branché. lequel celui-là Alors, Il n'est pas branché. voilà. Ah, c'est pas. Ah, mais oui, alors je peux pas. Allez chercher les gens. Alors, oui, non, mais ça c'était le dossier d'avant. En fait, on avait préparé la photo de l'état actuel. Donc, On voit bien qu'il n'y a pas une forêt, il y a un tapage au fond là-bas. Le Porsche, lui, sera, on a le moyen d'imposer sa conservation dans le permis. Et ça, c'est l'emprise initiale des magasins, puisque c'était pas une caserne au départ, hein, c'était des magasins agricoles. Et on voit bien que dans cette emprise initiale, il y a eu des partitions, et donc les riverains habitent en fait dans l'emprise initiale de l'enclos agricole. Voilà. Bien, on va passer au Scott. Donc là, oui. Oui, il faut rappeler sur le devoir de mémoire sur ce lieu qu'il a fallu, lors des préparations du centenaire de la Première Guerre mondiale, un petit peu se bagarrer en interne pour obtenir justement la position d'une plaque pour rappeler l'histoire de ce lieu, qui a vu la création de régiments d'infanterie, qui est cité simplement, par ailleurs, par le baptême de l'ancienne voie ferrée, qui va du rond-point des 3 juillet sur l'avenue route de Vidérac vers la route de Pesnas. Voilà, c'est un moyen de conserver, bien entendu, cette mémoire. Et la plaque y est. Je pense que dans les travaux, il faudra peut-être la refaire simplement, parce que le temps, je dirais, altère, la transparence du plexiglas, mais cette mémoire, elle est là, elle est conservée. Et c'était un élément très important, justement, de maintenir la mémoire de l'ensemble des lieux qui ont fait l'histoire de la ville. donc on passe à la question du Scott. C'est là qu'on voit que l'urbanisme, c'est vraiment le conflit entre l'intérêt général et l'intérêt privé. On voit bien qu'on est en plein dedans. Donc là, on aborde la question du Scott du bassin de Thau. Donc on en a parlé en commission d'urbanisme le 10 décembre, ceux qui étaient là, on en a parlé là, donc sur le Scott, c'est là qu'on voit que le temps est très long en matière d'urbanisme. Donc, vous avez vu sur ce qui a été envoyé, mais je vous le relis quand même parce que ça vaut le coup. Le Scott du bassin de Thau, il date de février 2014. À l'époque, il avait mis très longtemps à être élaboré, notamment parce qu'il y avait un volet schéma de mise en valeur de la mer qui disparaissait et qui était maintenant adjoint au Scott. Moi, j'étais à l'époque dans l'administration, donc ça avait pris 7-8 ans. Pas plus tôt voté, 2014, en 2017, il est mis en révision. En 2019, le bilan du Scott et l'actualisation des diagnostics ont été présentés au SMBT. En 2021, le SMBT, donc syndicat mixte du bassin de Thau, qui est porteur du Scott, a choisi un bureau d'études et des séminaires d'élus ont été organisés. En 2022, le projet d'aménagement stratégique a été présenté au conseil syndical. Ce projet d'aménagement stratégique renforce l'orientation de la politique d'urbanisme que nous souhaitons mettre en place en base. Je viens d'en parler rapidement. Donc ça, c'est dans la stratégie. Enfin, l'arrêt du Scott complet est intervenu le 15 octobre 2024, soit 7 ans après le lancement de la procédure de révision.
les représentants de la ville de Metz au syndicat mixte, sur les moi-même, on s'est abstenu lors de ce vote. On a expliqué à la commission d'urbanisme pourquoi. On va en parler. Donc ça, c'est pour l'historique de la procédure de révision du SCOT. Il est prévu que le SCOT soit voté au mois de mars de cette année, mars 2025. C'est très important puisque notre PLU devra être conforme à ces dispositions. La participation de la ville de Metz dans la révision du SCOT, c'est important de savoir aussi que quand on est arrivé à la mairie, on a pris contact avec le syndicat mixte pour demander quelle était la position exprimée par la ville de Metz depuis 2017, puisque ça avait commencé en 2017. Aucune position officielle n'avait été transmise, et aucun interlocuteur de Metz ne s'était fait connaître pour ce dossier, pourtant essentiel pour l'avenir de la commune. Nous avons donc rattrapé cette procédure en cours au niveau du diagnostic. Celui-ci rejoint tout à fait les constats posés depuis de nombreuses années pour Metz. Aux pages 33 et 34 du document diagnostic du SCOT, donc c'est pas nous qui l'écrivons, c'est le bureau d'études. Il est écrit entre 2008 et 2018, Metz connaît la plus forte croissance démographique des 14 communes, avec une augmentation moyenne annuelle de 2,5%, contre une augmentation de 0,6% pour les autres communes de cette agropole méditerranée. À la page 54, il est écrit de 2013 à 2019, l'augmentation de la population de Metz est de 15,65%, 2013-2019, pour une moyenne de 1,99% sur le territoire de cette agropole méditerranée. Par an. À la page de 95, entre 2008 et 2018, 368 résidences secondaires ont été construites à Metz, pour 1365 logements. Donc ça fait 27 à 28% des logements construits. La moyenne annuelle de production des résidences secondaires à Metz a été de 4,2% chaque année, pour 1,3% sur cette agropole méditerranée. Donc ce diagnostic, on l'avait partagé bien avant d'être élu. Il faut rappeler que dès notre élection, nous avons annulé la ZAC du Sesquip qui prévoyait 43 hectares d'urbanisation nouvelle sur Metz. Nous avons ensuite été présents au séminaire d'élus et aux réunions techniques qui se sont succédées pour l'élaboration du projet d'aménagement stratégique, le PAS, et du DOO, document d'orientation d'objectifs. Globalement, le document du PAS n'a pas appelé de remarques particulières. Il énonce 4 objectifs stratégiques, la transition écologique et environnementale du territoire, en axe 1, en axe 2, la transition éco-énergétique, en axe 3, la transition éco-économique, alors ça, je vous laisse libre, et en axe 4, l'implication citoyenne. Donc, globalement, dans les objectifs stratégiques, on n'avait pas trop de mal à suivre les dispositions. Nous avons sollicité, conformément à notre souhait de révision du PLU à l'échelle de 30 ans, 10 hectares à l'échelle SCOT, réservés à l'habitation pour l'avenir de Metz, et 5 hectares pour le développement économique. Il faut noter que par rapport à l'ancien PLU de Metz, le différentiel de 30 hectares d'artificialisation des sols en moins a permis à l'ensemble des 14 communes du SCOT d'afficher une sobriété de consommation foncière vis-à-vis de l'État. On a servi les intérêts de tout le monde. Les motivations de la proposition d'avis défavorable au document actuel. Dès la proposition du document final, nous avons exprimé des points de désaccord sur les propositions concrètes, commune par commune. En fait, il y avait le projet stratégique et après, on arrivait au document d'objectif avec des propositions concrètes. Entre les vœux exprimés par le PAS et les propositions, le positionnement de la ville de Metz nous a posé de nombreux problèmes. Préalablement au vote du 15 octobre 2024, nous avons demandé 3 amendements au texte. Il faut savoir qu'on a reçu 800 pages 5 jours avant le syndicat mixte. Donc on a demandé 3 amendements. Nous avons obtenu 2 modifications. La première, c'était la zone de la Garonne, qui ne figurait pas dans le projet. La seconde, c'était les dispositions de la protection de la nappe astienne. Et le 3e amendement, que nous n'avons pas obtenu, concernait l'agriculture et la loi littorale. Il a été rejeté par la majorité du conseil syndical du syndicat mixte. Il consistait à demander la modification de la profondeur de la coupure d'urbanisation entre Metz et Marseille. C'est ce que vous avez à l'écran. Cette coupure d'urbanisation remonte jusqu'à l'autoroute A9. Ah oui, ça c'est pas bon. Excusez-moi, j'ai appuyé sur la machine. Donc, on ne peut pas admettre en fait que les agriculteurs de Metz, dont les terres sont situées bien plus au nord du rivage que certaines parcelles des communes du Pinet de Pomerol notamment, puissent être empêchés dans leur développement et que tout aménagement destiné à sauvegarder leur installation ou favoriser leur développement leur soit totalement interdit.
Ce point est resté en désaccord total lors du vote, et donc on n'a pas voté pour le document, malgré le fait qu'on avait eu 2 amendements. On s'est abstenu, en attendant d'en parler en conseil municipal. Lors de l'examen approfondi du dossier final, il est également apparu plusieurs points qui ne sont pas acceptables, qui méritent des éclaircissements, et les points sont listés en annexe, vous les avez reçus. Globalement, la place de Metz dans le développement des 14 communes pose problème. Dans le diagnostic et le PASS, Metz est considéré comme un pôle d'équilibre au nord du territoire avec des vocations à conforter. Ça nous va très bien. Au même titre que Marseillan. Mais concrètement, pour les projets de développement et la cartographie, on ne trouve sur Metz aucune prévision d'équipement supracommunautaire ou d'intérêt intercommunal, contrairement à Marseillan. Marseillan est proche d'Agde, ça semble justifier la possibilité pour cette ville de recevoir ce type d'équipement, donc supracommunautaire ou d'intérêt intercommunal. Mais nous, on est proche de Montagnac aussi, avec l'arrivée de l'Ossenkel tout proche, et on ne comprend pas l'exclusion de Metz de ce type d'équipement. Le problème de l'agriculture reste entier, donc là, ce que vous avez à l'écran, le violet, c'est la coupure d'urbanisation entre Metz et Marseillan. Le trait jaune, c'est l'autoroute A9. On nous impose une coupure d'urbanisation, le trait jaune, c'est la 9, c'est ça. Voilà. Et la coupure d'urbanisation, elle part de là, de la sortie de Metz, jusqu'à la limite communale. Les pointillés, c'est les espaces proches du rivage. Voilà. Nous, ce qu'on a demandé, c'est que cette ligne-là soit redescendue à ce niveau-là. Comme à Marseille. Vous voyez à Pinet, Pomerol, etc. Regardez, si vous êtes là, agriculteur, vous faites ce que vous voulez. Vous vous installez, vous créez un établissement, vous construisez. Pour l'agriculture, évidemment. Si vous êtes là, et là, ça vous interdit par la coupure d'urbanisation loi littorale. Il faut savoir que déjà, étant en loi littorale, il faut obtenir une dérogation extrêmement compliquée à obtenir pour qu'un agriculteur puisse développer son installation, et on peut même abandonner le souhait d'une installation s'il n'y a rien à Metz. Donc en rajoutant en plus ce secteur-là, ça revient à dire à tous les gens qui sont dans ce secteur-là, vous ne ferez plus rien. Ça, il faut que ce soit dit clairement. Ce ne sera pas le PLU de la ville qui sera voté après le SCOT qui l'imposera. Ça sera le SCOT. Donc ça, il faut bien que les gens en soient conscients, avant qu'on vote. Donc nous, on n'est pas du tout d'accord sur cette notion de coupure d'urbanisation qui remonte trop au nord. On aimerait que ça revienne là. Donc on va redemander que cette question soit examinée. On nous a expliqué que c'est un débat avec l'État, que c'est très compliqué, qu'on ne l'aurait pas. Mais nous, on ne peut pas fixer comme objectif politique que ça nous va bien. Ça ne nous va pas du tout. Autre point de désaccord, le ratio population et logement. Alors ça, on l'a exprimé dès la première réunion à laquelle on a participé. Donc, en fait, dans le document SCOT, il est prévu pour Metz et pour toutes les communes, donc là on peut fermer jusque là. Sur les 14 communes, il est annoncé 16 400 habitants de plus à l'échelle du SCOT pour 16 500 logements. Donc ça, on ne comprend pas puisque le taux d'occupation moyen réel actuel est de 2,1 habitants par logement. Dans le document diagnostic du SCOT, ça figure à ce niveau-là. Dans les projets récents, notamment la plus grande ZAC en cours qui est à 7 sur la ZAC Entrée-Est, là où ils démolissent les chais et où ils font des logements, le dossier ZAC comporte un ratio de 2,1 habitants par logement aussi. Donc on a du mal à comprendre ce ratio de moins de 1 habitant par logement construit. Et en tout cas, on nous a expliqué que c'était la réalité de ces dernières années sur le territoire, mais c'est exactement ce qu'on ne veut pas reproduire sur Metz. Vous savez qu'on veut que dans les logements qu'on construise, il y ait des familles. Et une famille, c'est pas moins de un logement par un habitant par logement. Donc cette urbanisation, en fait, si on la vote telle qu'elle, ça veut dire qu'on favorise les résidences secondaires et les locations de courte durée. En gros, ça revient à ça. Ça, on n'en veut plus. L'argument avancé techniquement par les bureaux d'études, qui sont très intelligents, c'est qu'on arrive à ce ratio parce que il y a le desserrement des ménages. C'est-à-dire que vous avez 2 enfants, ils grandissent et ils ont besoin d'un logement en partant de chez vous, mais au total, ça fait le même nombre d'habitants sur le territoire.
Sauf que ce qu'on a vu ces dernières années, c'est que tous les enfants, ils sont partis. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de se loger sur place. Donc, au lieu de desservant des ménages, on a eu des logements de résidence secondaire, des retraités et des Airbnb. Voilà. Donc ça, on ne peut pas fixer comme objectif politique d'avoir un logement construit égale un habitant. Ce n'est pas notre souhait. Alors on a essayé de nous convaincre, mais moi je suis un peu têtu et je ne comprends pas. Donc on n'est pas d'accord sur ce secteur. Ce que nous avons constaté ces dernières années, c'est que la jeunesse n'a pas les moyens financiers de s'installer et que donc il faut produire des logements. Déjà dans la typologie du logement, il faut plutôt du T3 et du T4. Il faut éviter la multiplication des T1 et des T2 qui ont des vocations en fait, soit de résidence secondaire, soit d'accueil touristique. Dans l'annexe du diagnostic démographique à la page 43, le diagnostic est clairement posé que dans le passé, on a favorisé l'installation de résidences secondaires et de retraités. On ne peut pas fixer cet objectif-là. Donc, nous, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est que sur ce document, on donne un avis défavorable et qu'on propose de mandater M. le maire pour obtenir des modifications à la fois sur l'agriculture et à la fois sur les typologies de logements à produire, etc. Donc en fait, on demande le texte tel qu'il est, de donner un avis défavorable et de donner mandat aux représentants de la commune, à M. le maire notamment, d'essayer d'ici le mois de mars d'avoir des amendements complémentaires à ce texte. Voilà ce qui est proposé au vote. Y a-t-il des questions, des observations? Madame Estrada. Oui, alors je suis venue en commission urbanisme, hein, tout ça a été bien présenté, bien expliqué. J'ai fait l'effort de lire les 800 pages du dossier, donc je dois dire que c'est complètement indigeste. On est d'accord sur pas mal de choses. Bon, le ratio population-logement, ça on peut discuter, mais en tout cas, pour avoir été confrontée à cette problématique quand j'étais élue, effectivement, c'est très difficile de dire aux agriculteurs qui ont un domaine, ben non, vous pouvez pas construire un hangar. Et ça, je me suis retrouvée plusieurs fois dans cette difficulté. Après, effectivement, c'est pas normal que n'apparaisse pas au moins une pastille en disant que la ville accueillera des équipements supracommunautaires, d'autant plus que la ville, même si on n'est pas toujours d'accord avec ce que vous proposez, joue la carte de la solidarité intercommunale et que du coup les autres communes vont pouvoir construire. Donc dans l'avis qui est proposé, il y a les modifications concernant la possibilité d'accueil d'équipements supracommunautaires et d'intérêt communal. Eh bien oui, là on est OK avec ça. Demander toute modification par rapport à l'agriculture aussi. Je tiens juste à préciser que la loi littorale, si elle n'avait pas été là, si elle n'avait pas été votée en 86, les rives du bassin de Thau, ça ressemblerait à la Costa Brava. Et que depuis bien longtemps, il n'y aurait plus d'ostréiculture et de conchyliculture sur les grandes de Thau. Donc, d'accord, là, ça nous pose un problème, mais ne crions pas non plus haro sur cette loi qui a permis quand même de protéger l'activité principale économique. Ensuite, pas sûr, mais vraiment pas sûr, que parce que la ville de Metz va apporter un avis défavorable, que les services de l'État, que le SCOT va déjà suivre, puisque les autres communes n'ont pas déjà suivi un comité syndical, et que l'État, la DTTM, suivra aussi, et qu'il y aura une modification. Mais en tout cas, ça aura eu le mérite d'être tenté. Et donc, pour avoir vécu ces problématiques-là, nous voterons l'avis défavorable. Vous avez raison sur la loi littorale, mais bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est passé d'une extrême à l'autre. On a laissé tout faire, et maintenant on ne laisse plus rien faire. Donc, c'est vrai que la carte, quand on la regarde, la partie blanche, c'est la partie Pomerol. Vous prenez un exemple, c'est la campagne de M. Ricom. Lui, il peut faire un hangar. Et de l'autre côté, sur Metz, au même niveau, M. Sanchez, il peut rien faire. Hein. Voilà, c'est pas du tout cohérent. Je veux bien qu'il y ait une limite, mais là, franchement, il y a une grosse aberration. Ils n'ont pas voulu l'entendre. Ils sont d'accord avec nous,
Mais ils n'ont pas voulu prendre le risque de dire oui, mais si on vous suit, on a peur qu'après, au niveau de la DDTM, au niveau de l'État, ça ne passe pas. Voilà. Bah, la DDTM a carrément un pouvoir, une pression folle sur les maires et leur permis de construire, donc évidemment, tout le monde est un peu frileux. Mais là, effectivement, c'est une situation qui est inéquitable pour les agriculteurs de Metz. Après, il y a quand même des maires qui nous ont suivis, qui sont abstenus. Loupian, parce que Loupian est dans la même position. Lui, Loupian, quand on regarde bien son Scott, il peut prendre une chaise, il se met devant l'église de Sainte-Cécile et il la regarde. Voilà, il ne peut rien faire. On le voit, hein, regardez, il est entouré par une grosse organisation. Il ne peut rien faire. Donc ça veut dire comme quand, il est pareil. Il se met devant l'église et il attend. Mais c'est quand même lamentable parce que quand je vois finalement au nord, on n'a aucun pouvoir. On va pour lui voir passer l'autoroute, la LGV, et non, on ne peut rien faire. C'est quand même fou. En fait, notre demande, techniquement, on est sur Metz avec deux zones inondables qui font les vraies coupures d'urbanisation. On a le Palace d'un côté, on a le Fonfrap de l'autre. Donc il y a deux zones inondables. La coupure d'urbanisation, c'est fait pour éviter que les villes débordent. Ce n'est pas le cas sur Metz, au niveau de Metz et Marseillan, puisque la coupure, c'est la zone inondable. Il y a un PPRI rouge là. Donc c'est pas la peine d'aller craindre quoi que ce soit en urbanisation sur la gauche, vers l'ouest, puisqu'il y a la zone inondable rouge qui fait que jamais ça sera construit. Donc on n'a pas à remonter aussi haut que ça. Les seules conséquences concrètes, c'est pas de la protection, c'est d'emmerder les agriculteurs. Donc c'est pour ça qu'on veut quand même poser le débat. Après, il y a plusieurs conseillers du syndicalisme qui nous ont suivi quand même sur ces questions-là. Donc la question, elle mérite d'être posée. Le SCOT, il est voté par les élus. L'État est en contrôle. Donc il faut que chacun soit dans son rôle. Nous, c'est le rôle de dire ce qu'on veut. L'État, c'est le rôle de dire ben, ça c'est compatible avec la loi ou pas. Sur ce point-là, la position des DTM est très dure. Mais on sait que les tribunaux n'ont pas toujours raison en effet. Donc là-dessus, je pense qu'on aura du mal, mais je pense que notre rôle politique, c'est pas de voter des choses qui ne nous conviennent pas. C'est pour ça qu'on vous fait cette proposition. Sachez qu'en plus, ce Scott, on l'a pris en cours, hein, et quand on est arrivé, je ne vous cache pas qu'avec Jean-Christophe, la première fois qu'ils nous ont mis sur l'écran Metz, et encore, le gars, c'était un cabinet parisien, j'ai raconté le parisien, mais bon, il était en train de nous expliquer ce qu'il allait faire sur Metz. À un moment donné, on a fait comprendre que ce n'est pas lui qui allait nous imposer ce qu'on devait faire sur notre ville. Voilà. On a quand même fait aussi rajouter la sortie de l'autoroute, hein, qui n'était pas prévue. Bon, parce que si tu le fais pas inscrire là, c'est fini après. Hein, on va te dire, ah, c'est pas inscrit au SCOT. Donc il y avait quand même, voilà, on a fait quand même avancer certaines choses, mais bon, moi je parle du principe que je ne suis pas d'accord, je ne suis pas assez. Ouais. Monsieur Foucault ? Un petit mot. Oui, bon, on est déjà dans une ville qui est très carencée au niveau équipement, comparativement à tout ce qui nous entoure et aux besoins aussi qu'on a. Tout le monde en souffre plus ou moins, mais je ne sais pas que des équipements supra-communaux, c'est des équipements aussi. Et on verrait bien un lycée, on verrait bien. Enfin, c'est un tas de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais là, on touche du doigt, si vous voulez, un problème général qui est celui de l'écart entre la distance entre les gens qui décident et les gens qui vivent sur le terrain et qui connaissent les sujets. On a un problème, un très gros problème, c'est que c'est souvent les administratifs. J'ai rien contre les administratifs, mais il faut que chacun soit à sa place. Tout à l'heure, vous avez dit, c'est les élus qui décident. Oui, sur le papier, c'est les élus qui décident, mais à l'arrivée, comme on a dit, on a 90% de chances d'être retoqué au niveau de l'État. Donc c'est un gros problème. Et quand ce n'est pas les administratifs, c'est les cabinets d'études. Donc là, on est pris en tenaille entre les cabinets d'études et les administratifs, les cabinets d'études. Et en plus, avec un certain nombre de désaccords avec certains dirigeants des communes autour, de responsables de l'agglo, ça fait beaucoup. Mais moi, je dis quand même que
ils invoquent constamment la solidarité intercommunale. Hein, mais il ne faudrait pas qu'elle soit dans un sens. Et ça aurait été... déjà, c'est une erreur politique de ne pas vous avoir suivi sur les 3 dossiers. Ils ont suivi sur 2, mais pas sur les 3. Parce que si on veut apaiser les masses, si on veut que ça se passe mieux, je ne vois pas ce que ça leur coûterait de déplacer cette ligne-là, hein, ou de proposer, d'être en accord avec vous. On ne sait pas ce que les services de l'État diront, mais ça leur aurait rien coûté. Le coût politique de ce qu'ils ont fait là, je comprends pas. Donc après, ça devient une affaire de personne, on dirait. Ou alors ça devient quelque chose de malsain, qui est une compétition, etc. Donc, je ne sais pas comment faire passer le message, mais il faudrait effectivement que nous, notre conseil municipal, soit unanime sur ce sujet pour bien montrer que, bien qu'il y ait des nuances, on défend la commune de Metz et les intérêts de nos agriculteurs et des personnes qui sont sur le terrain. Voilà. Je vous remercie, M. Focas. Écoutez, il n'y a pas d'autres remarques. Bon, je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. La question numéro 17, c'est l'urbanisme, c'est l'autorisation donnée au maire de déposer un permis de construire pour le bâtiment communal. Et je laisse la parole à M. Jean-Christophe Dalligo. Oui, écoutez, on a donné des délégations au maire pour un certain nombre de choses et on a mis des barrières à ces délégations. Et dans les délégations de 1922 de M. Maire, il a la possibilité de déposer des permis en principe, mais jusqu'à 1000 m². Et là, pour le centre technique municipal, ça excède. Donc, la question revient au niveau du conseil municipal, qui est seul compétent pour le faire. Donc, avant de déposer le permis au centre technique municipal au Mas de Garrigue, il faut que le conseil municipal autorise M. le maire à le faire. Y a-t-il des remarques ou des questions? Aucune. Donc je me vote. Non, tu sais, maintenant il faut faire attention. Quand je vois qu'on est obligé de sortir, des fois là, nous, on se retrouve à 5 dans la salle parce que tout le monde est sorti. Il faut faire attention. Alors, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. Affaires culturelles, c'est l'adhésion à la Fondation du patrimoine et je laisse la parole à M. Philippe Pellet. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous et à toutes. En France, la Fondation du patrimoine, créée par la loi du 2 juillet 1996, est un organisme privé indépendant à but non lucratif dont la mission est de sauvegarder et valoriser le patrimoine français de proximité. Organisée en délégation régionale, essentiellement composée de bénévoles, elle accompagne les projets de restauration du patrimoine en favorisant leur financement et apporte son aide aux propriétaires privés, aux collectivités, aux associations. Elle a déjà œuvré sur Metz en apportant son soutien au projet de rénovation de la chapelle des pénitents. Elle pourrait également intervenir pour soutenir notre projet de restauration de l'orgue QG de l'église Saint-Hilaire. C'est pourquoi il semble opportun d'adhérer à cette structure pour l'année 2025, le coût pour la ville de Metz qui rentre dans la strate des communes de moins de 20 000 habitants. Et donc le coût est de 500 €. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver l'adhésion à la Fondation du patrimoine et d'autoriser le maire ou son représentant à signer le formulaire d'adhésion. Y a-t-il des questions ou des observations? Aucune. Donc je me vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 19. C'est la convention du ministre à disposition d'équipement à l'association amicale des chasseurs et propriétaires de Metz. Je laisse la parole à M. Archet. Merci, monsieur le maire. L'accord pour la mise à disposition d'un terrain cadastré AT numéro 74 d'une superficie de 2064 m², propriété de la commune comprenant un masse d'environ 27 m², au bénéfice de l'amicale des chasseurs et propriétaires de Metz arrive à son terme. Il est proposé de le renouveler à titre gratuit pour une durée de 3 ans, compte tenu de l'intérêt local que représente cette association.
Elle joue en effet un rôle essentiel dans la régulation des populations d'animaux sauvages, notamment des sangliers. Elle assure la préservation de cet espace communal et en améliore l'accessibilité. Il est donc demandé au conseil municipal de bien approuver les termes de la convention de la mise à disposition liant la ville à l'association amicale des chasseurs de propriétaires de Metz, autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer la dite convention. Y a-t-il des questions ou des observations sur la chasse au climat? Je sachez que je crois qu'il y a l'Assemblée générale à la fin du mois, là, hein, pour un nouveau président, d'après ce que j'ai entendu dire. Voilà. Donc, écoutez, je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Merci pour eux. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le conseil municipal le prochain sera le 3 mars, où ce sera le débat d'orientation budgétaire, et vous pouvez noter aussi le 7 avril pour le vote du budget. Voilà, écoutez, bonne soirée, à la prochaine.